La chronique de Jean-Claude Kuperminck, directeur de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle sur Judaïque FM. Jean-Claude Kuperminck, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs. Alors, bibliothécaire est une très belle profession. Ce qu'on sait moins, c'est que il existe aux États-Unis une association de bibliothécaires juifs. On n'imaginait pas une chose pareille, un titre pareil pour une association en France. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, on aurait beaucoup de mal à penser une association des bibliothécaires juifs ici. d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y a combien de bibliothèques en France? Je me suis posé très peu. Je pense qu'il y a... Il y a l'Alliance qui est la plus grande. Disons qu'autour de Paris, il y a 6-7 bibliothèques importantes qui traitent des thèmes juifs. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bibliothèques publiques, universitaires, nationales, qui ont des divisions ou des sections d'intérêt juif très très importantes. Et souvent, les plus grands trésors sont dans ces collections publiques également. C'est un peu la même chose qui se déroule avec l'Association of Jewish Librarians, donc qui a été créée en 1966, donc c'est quand même assez ancien. Oui. Et alors évidemment, c'est à la mode américaine, c'est-à-dire que Jewish Librarian, c'est quoi? C'est pas forcément un bibliothécaire qui est juif, d'ascendance, de profession, qui va à la synagogue, qui va pas à la synagogue. C'est pas tellement ça. C'est que c'est un bibliothécaire qui s'occupe d'une collection à thème juif. D'accord. La plupart d'entre eux sont effectivement juifs mais même s'ils le sont pas, ils peuvent faire partie de l'association. Bien entendu. À partir du moment où ils travaillent dans le domaine juif. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent effectivement dans des bibliothèques, par exemple universitaires, et qui sont responsables des secteurs des Jewish Studies, des études juives là-bas, qui sont très répandus, mais qui ne sont pas forcément juifs eux-mêmes. Bien sûr. Donc l'association, elle comprend, je pense au moins plus de 3000 membres, certainement, répartis dans tout le territoire des États-Unis, y compris Hawaï, y compris vraiment tous les endroits. Ah oui, il y a une bibliothèque juive à Hawaï. Bien sûr, dans tous les États Moi, je voyais plutôt des palmiers, mais bon, aussi, je dois pas avoir le bon cliché, c'est génial. Voilà. Alors évidemment, il y en a beaucoup à New York, il y en a beaucoup en Californie, il y en a beaucoup en Floride, mais pas seulement n'importe quel petit État américain, où il y a une communauté, ou alors où il y a des études juives. Alors, l'association, elle est organisée en deux gros groupes. Les bibliothèques, disons, d'écoles, synagogues, centres communautaires et bibliothèques publiques. Donc, c'est un peu, vous voyez, chez chacun de nous, quand on va dans notre synagogue, dans notre centre communautaire, il y a des petites bibliothèques qui sont disponibles. Bien sûr. C'est ces collections-là qui, des fois, peuvent être très importantes. Et puis, il y a la deuxième section qui est plutôt les bibliothèques de recherche, les archives, les collections spécialisées, tout ce qui concerne beaucoup plus le patrimoine et les grandes études, quoi. Mais les deux travaillent ensemble et font beaucoup de choses ensemble. Alors, évidemment, ils font chaque année une conférence qui essaye de réunir le plus grand nombre de leurs membres. Cette année, évidemment, comme pour tout le monde, ça a été compliqué, donc ils ont décidé de faire une conférence entièrement digitale. Leur titre, c'était Staying Connected, rester connecté, et ils sont lancés là-dedans, donc ils ont fait un truc incroyable. Une conférence, c'est-à-dire tous les bibliothécaires, les Jewish Librarians peuvent s'exprimer, parler de leurs avantages, de leurs inconvénients, de leurs problèmes ou pas. Alors c'est vraiment. Ça se passe comment? Alors c'est vraiment conference, c'est-à-dire un peu comme les conférences universitaires, c'est-à-dire on se réunit en général dans un grand hôtel, on est là 3, 4, 5 jours ensemble, il y a un programme très établi avec des sessions, des sessions parallèles, un grand parallèle ou un colloque, enfin plus une conférence qu'un colloque. Et puis tous les sujets sont abordés, il y a des intervenants, il y a des gens qui écoutent, et puis surtout ce qui est agréable dans ce genre d'endroit, c'est le contact entre les gens. Évidemment, on retrouve des vieux copains, on retrouve des gens avec qui on était en poste quelques années auparavant. On découvre des nouveaux. Est-ce que c'est du vécu? J'ai assisté une fois, j'ai assisté à d'autres types de conférences de ce type, mais c'est vrai que voilà, et ça c'est les limites malheureusement de Zoom et des réseaux sociaux, c'est que tout ce qui se passe en dehors des sessions est finalement presque aussi intéressant, voire plus que ce qui se passe pendant les sessions, parce que c'est là où on monte les projets, c'est là où on redécouvre les choses, c'est là où on a tout ce contact humain.
Donc voilà, c'est ce qui s'est passé cette année en fait. Donc il y a 2 semaines, hein, ça s'est terminé le 2 juillet, donc vous voyez même une semaine. Et au lieu d'aller à Chicago comme c'était prévu, ils ont monté donc très rapidement. Ils ont dû prendre toutes les décisions très rapidement. Une conférence entièrement en ligne. Ils se sont aidés donc les technologies de Zoom, bon tout le monde connaît Zoom aujourd'hui, et un réseau social en fait limité qui s'appelle Socio. C'est très intéressant Socio parce que sur la même plateforme en fait c'est une application et sur la même plateforme on peut s'inscrire, on peut chatter avec les gens, on peut avoir le programme complet, on peut avoir les accès Zoom de chaque session et on peut même maintenant une fois que la conférence est terminée voir les vidéos de ce qui a été filmé en Zoom, accessible pour tous ceux qui ont été inscrits. Tout est en anglais, bien sûr, mais quelle relation avez-vous entre la bibliothèque de l'Alliance et cette association AJL, donc American Jewish Library? Alors, pour la conférence cette année, ils se sont dit, puisque on n'a pas de limite d'espace, on va inviter les gens du monde entier. Donc ils ont eu vraiment cette décision absolument géniale de dire au lieu d'avoir seulement les gens qui peuvent s'inscrire, qui peuvent se déplacer à ces dates-là, etc. On ouvre à tout le monde, à tous ceux qui veulent. Il y avait un petit frais d'inscription. C'était entre le 28 juin et le 2 juillet, donc tout récemment. Et au lieu de prendre un billet d'avion pour Chicago, j'étais chez moi devant mon Zoom et ils ont eu l'idée. Donc il y avait des clubs de lecture, il y avait des discussions techniques sur le catalogage, les techniques numériques. Il y avait des auteurs de romans, des auteurs jeunesse, les bibliothécaires dans leur environnement laïque, enfin beaucoup de thèmes comme ça, autour des réseaux sociaux, autour des projets numériques. Et puis ils ont créé 2 sessions, et c'est là où nous sommes intervenus en tant qu'Alliance, autour des bibliothèques internationales, c'est-à-dire le patrimoine des bibliothèques juives, des plus grandes bibliothèques juives, s'est exposé là, devant, à chaque fois, il y avait une bonne centaine de personnes à chaque session, sur Zoom. Quelles sont les plus grandes bibliothèques juives? Alors d'abord, évidemment, on est très fiers d'être dans le lot en tant que bibliothèque de l'Alliance. Alors là, 10 bibliothèques ont été invitées. Il y avait 2 bibliothèques israéliennes, la Bibliothèque nationale d'Israël, qui est évidemment un fonds absolument extraordinaire, et la bibliothèque du musée d'Israël. Il y avait 2 représentants de Budapest. En fait, il y a 2 institutions très proches, un musée et des archives à Budapest, qui développent des choses absolument formidables et qui se visitent là-bas. Et puis un séminaire israélite, comme on a un séminaire israélite de France, il y a un séminaire israélite là-bas avec des très beaux fonds judaïca. Il y avait la plus ancienne bibliothèque juive encore en fonction, c'est la bibliothèque à Amsterdam, la communauté portugaise de Amsterdam qui est dans la synagogue portugaise là-bas, qui s'appelle Etz Chaim. C'est une bibliothèque qui a été fondée... Ça veut dire l'arbre de vie, c'est très beau. A été fondée en 1616. Ah oui, quand même. C'est la bibliothèque que fréquentait Spinoza, par exemple, mais aussi Menassé Ben Israël et tous ces grands noms du séphardisme des Pays-Bas sont passés dans cette bibliothèque. Donc il y a des trésors extraordinaires. Et celle-ci, donc ils nous ont montré, elle a été entièrement prise en charge par l'UNESCO il y a quelques années pour une réflexion totale. Et c'est un petit bijou vraiment. Si vous allez à Amsterdam, il faut aller la voir. Il faut aller la voir. Il faut sans doute prendre rendez-vous, mais il faut aller la voir. Elle est encore dans son jus du XVIIe siècle, c'est magnifique. Il y avait également une collection Brajinski, c'est un juif russe qui est une collection privée. C'est sans doute la plus grande collection de manuscrits hébreux dans une collection privée. Donc il y en a des centaines, des ketubot extraordinaires. Alors attendez, moi j'ai une question. Est-ce que vous le saviez avant d'assister à ce congrès? Bon, moi je connaissais ces bibliothèques, je les connaissais, mais je pense que pour le bibliothécaire de la communauté d'une petite ville de Floride, c'était une découverte. Total. Et c'était un émerveillement aussi parce que chacun a pris soin de montrer les plus belles pièces, de détailler un manuscrit, de raconter l'histoire de chaque institution. Donc c'était un voyage à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc il y a en Allemagne une bibliothèque formidable à Francfort, vraiment Goethe Universität, et qui a accumulé des trésors judaïca et qui a aussi été pionnière dans le développement d'une bibliothèque numérique. Tous les
journaux juifs allemands du 19e et du début du 20e siècle sont numérisés grâce à cette bibliothèque de Francfort, par exemple. Alors, moi, je me pose juste une question. Francfort, Allemagne, comment ils ont réussi à tout garder? C'est bon. Alors, il faudrait faire une émission complète sur Francfort, mais il faut savoir. C'est des collections qui ont été gardées et reconstituées ensuite. Mais il faut savoir que dans cette même ville de Francfort, il y avait une collection juive des Wissenschaft des Studentums, les études juives d'avant-guerre, qui étaient très très présentes en Allemagne, qui a été largement touchée par les bombardements. Et dans la même ville, les nazis avaient créé une bibliothèque de recherche sur les questions juives avec les livres volés dans les bibliothèques d'Europe, dont les livres de l'Alliance israélite universelle, et celle-là a été protégée et mise en carton par les nazis. Ça y est, j'ai compris. C'est une histoire c'est intéressant. On pourrait faire une émission complète là-dessus. Ça donne une idée d'un thème, justement. Absolument. Et la British Library à Londres, qui a une collection là aussi des manuscrits, parmi les plus connus des manuscrits hébreux du Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle les mélanges Rothschild, qui sont conservés à la bibliothèque de Londres et qui sont merveilleux. Et qui sont accessibles? Alors, aujourd'hui, pratiquement tous les manuscrits sont dans des programmes de numérisation. Oui, donc de plus en plus. Et ceux de l'Alliance vont rentrer bientôt dans un programme israélien, mais ils seront visibles à la fois sur les sites israéliens et sur le site de l'Alliance et celui de l'Institut de recherche d'histoire des textes à Paris. Donc, on est tous en train de proposer nos trésors à tous les publics. Et c'est vraiment une révolution. Et la dernière que je voudrais citer quand même, c'est à la Bibliothèque d'État de Russie. Vous avez la collection, et là, restez assise, la collection de livres qui ont appartenu au Rebbe, au Rav Schneerson. Ah oui. Donc les livres, là encore, c'est toute une histoire. Ils ont été aussi saisis par les nazis, puis par les Russes. Ils ont été conservés par les Russes. Moi, je pensais que ces livres étaient à New York, pas du tout. Et alors, évidemment, il y a au moins 20 ans de contestation, de procédures judiciaires, etc., entre les Lubavitch de New York et l'État russe pour essayer de récupérer ces livres et ces archives de Schneerson. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ont créé de toutes pièces une institution qui est une sorte de musée, ils disent musée de la tolérance, ça mange pas de pain, et ils y ont mis les livres de Schneerson, et il y a quelqu'un qui s'occupe effectivement aujourd'hui de cette collection, donc ils sont à nouveau visibles et on peut travailler et étudier, mais ils les lâcheront pas, hein. Non. Ils les laisseront jamais revenir. Ils sont numérisés, donc on a accès. Pour la plupart maintenant, ils sont numérisés, je pense. Donc vous voyez, en quelques minutes, on a fait un tour du monde du patrimoine juif le plus extraordinaire, et les Jewish librarians, ces bibliothécaires juifs ou bibliothécaires qui s'occupent de fonds juifs, ont pu bénéficier de ça. Et alors, on a tous essayé de rivaliser d'originalité, de fonds d'écran et de vous avez fait une conférence vous-même? Moi, bien sûr, j'ai présenté la bibliothèque de l'Alliance. Je vais pas vous refaire la conférence, mais c'était à chaque fois, c'était 10 minutes, hein, donc il fallait aller très très vite. Bien sûr. Mais j'ai eu le temps de parler de l'histoire de cette bibliothèque depuis 1860, de ce qui lui est arrivé effectivement pendant la guerre, qui est très important, et de tous nos projets autour du numérique aujourd'hui qui se développe. Et c'est aussi un lieu de coopération. Est-ce que la bibliothèque du YIVO en fait partie, j'imagine? Le YIVO étant le grand centre yiddish de New York. Oui. Il y avait des représentants de YIVO, il y avait des représentants de bibliothécaires juifs, yiddishisants, disons, de New York et de Californie. Il y avait Zachary Baker, qui est un formidable bibliothécaire qui est à la retraite maintenant, qui s'est occupé justement de YIVO pendant des années. Donc oui, tous ces gens-là étaient dans les coulisses, si j'ose dire, ou étaient spectateurs, mais n'ont pas présenté. L'idée était que les sessions des bibliothèques spécialisées concernaient des bibliothèques hors États-Unis, pour que ce soit plus intéressant pour le public local. Donc voilà, un petit voyage comme ça, un voyage dans sa chambre, mais qui nous a permis aussi donc de découvrir, de relancer aussi des projets. Mais bon, effectivement, la frustration quand même, malgré tout ça, de ne pas avoir pu embrasser, serrer dans ses bras, des amis, des gens de toutes ces bibliothèques et d'autres avec lesquels je travaille depuis 20 voire 30 ans. Et on a juste pu se dire dans le petit chat à côté de la session Zoom, salut, comment ça va? C'est un peu dommage. Jean-Claude Cupermacon marque une pause, on se retrouve juste après.
Jean-Claude Kuppermank, donc en première partie d'émission, on a évoqué cette conférence passionnante internationale qui regroupait toutes les bibliothèques juives presque du monde. Et à laquelle, bien sûr, vous avez participé fin juin, début juillet. J'aimerais qu'on se recale sur la bibliothèque de l'Alliance. Quand même, quels sont les projets pour cet été? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour avoir accès aux livres? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Est-ce qu'on en a une idée? La parole est à vous. Alors, avec toutes les incertitudes, évidemment, qui nous gouvernent tous en ce moment, mais l'état actuel, c'est que depuis lundi, depuis cette semaine, on a repris le fonctionnement normal, disons, de la bibliothèque. C'est-à-dire, vous pouvez venir 6 bis rue Michel-Ange, du lundi au jeudi, de 10h à 18h. C'est quand même mieux de prévenir, c'est-à-dire d'envoyer un mail à l'adresse consultation@aiu.org. Ne serait-ce que pour savoir si ce que vous cherchez est disponible ici ou s'il faut qu'on le commande. Ça, c'est toujours la même règle. Mais disons que on a, vous savez, pendant les 3 ou 4 semaines précédentes, on avait fait un système un peu de click and collect, c'est-à-dire que les gens pouvaient nous écrire, commander des livres et on leur mettait à disposition chez les gardiens du 6 bis rue Michel-Ange. Bien sûr. Il n'y avait pas de salle de lecture à proprement parler. Là, maintenant, la salle de lecture est accessible, donc les chercheurs et avec tous ceux qui veulent gel, des masques venir. et tout ce qu'il faut. Hein. On donne des masques, enfin on recommande de venir avec un masque, mais on en fournit si besoin. Oui. Du gel. Alors c'est amusant pour les livres. On s'est beaucoup posé la question. Un livre qui a été manipulé, est-ce qu'il est porteur du virus? Est-ce il représente un danger? Exact. Donc effectivement, comme n'importe quelle surface, il peut être porteur du virus. Donc la solution qui a été adoptée, c'est qu'on met les livres en confinement, en quarantaine. Donc, on nous rend un lot de livres. Je demande aux gens de nous rendre les livres, de préférence dans une enveloppe ou dans un sac. On fait les manipulations informatiques nécessaires pour que le prêt soit validé ou le retour soit validé. Mais on les met dans une boîte à part et on les laisse 5 jours. Sans que personne les touche. Ah oui, c'est beaucoup parce que je crois que 48 heures suffit. Au début, on pensait 15 jours. Donc voilà, petit à petit, on revient. Alors là, il n'y a pas vraiment de doctrine. Il y a certaines bibliothèques qui sont à 3 jours, d'autres à 5. Bon, soyons prudents. Voilà, on dit 5 jours et après, on les remet en circulation. Ah, mais c'est très bien parce que... C'est comme ça qu'on fait. On m'en a parlé justement de cela en me disant mais moi je veux bien aller emprunter des livres pour les vacances mais comment ça se passe? Donc ça c'est très bien. De la même manière, on va demander aux gens qui veulent choisir un livre dans les rayonnages, on va les accompagner et c'est nous qui allons manipuler les livres pour eux avec des gants. Et on leur remet les livres jusqu'à ce qu'ils sortent, etc. Donc, on essaye de prendre le maximum de précautions. Super. Le gel est toujours à disposition à chaque manipulation. Nous, par exemple, on partage des postes de travail avec mes collègues. Bien sûr. Donc, on nettoie bien sûr, comme on fait à la radio. Comme partout. On n'a pas encore de bonnettes sur les souris d'ordinateur, mais voilà, on prend le maximum de précautions. L'avantage aussi pour nous, c'est que pendant le mois de juillet, il n'y a pas d'enfants puisque c'est un local scolaire aussi, donc on est beaucoup plus libre de travailler. Donc voilà, jusqu'au 30 juillet, impeccable, on va travailler comme ça. On ferme cette bibliothèque en août traditionnellement, de toute façon, et la plupart du personnel n'est pas présent pendant la plus grande partie du mois d'août, et on va réouvrir au 1er septembre. Je crois que c'est un mardi, 1er septembre. Ah oui. Donc, a priori, sauf... Voilà, si on nous parle de reconfinement, on nous parle de remontée de l'épidémie, j'espère que on y échappera, mais si jamais il y avait des événements de ce type, bien sûr, on modifierait nos paramètres, mais a priori, en septembre, on va réouvrir normalement, et de toute façon, on peut conserver l'information en allant voir sur le site de l'AIU, aiu.org, il y a une rubrique bibliothèque où on affiche les informations. Bien sûr. C'est fermé, c'est ouvert, dans quelles conditions, etc. Jean-Claude Kuppermank, votre livre de l'été, un conseil, qu'est-ce que vous allez lire et qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Il y a beaucoup de livres, je sais, en plus on en a reçu plein. On a reçu beaucoup de choses. Alors, un livre tout à fait extraordinaire dont on aura peut-être l'occasion de reparler, c'est le livre d'une artiste, Joëlle Dautricourt. Ça s'appelle « L'écriture heureuse ». C'est magnifique. Et Joëlle Dautricourt, donc, est une artiste plasticienne principalement, mais qui travaille aussi avec les mots. Et en fait, elle travaille surtout avec les lettres. Et dans ce livre, c'est un recueil de textes qu'elle a écrit au fil des ans sur son rapport avec la lettre hébraïque. Principalement, il y a des très très belles choses dedans et quelques illustrations également.
L'écriture heureuse, édition Sens Public de Joël Dautricourt. J'ai juste remarqué quelque chose, les librairies sont très fréquentées en ce moment, peut-être que le bon côté de cet horrible virus, c'est que les gens se sont remis à lire, ont eu le temps. Donc ça, je pense que vous pouvez en être témoin. Et il y a pas mal de traductions d'auteurs israéliens qui se promènent dans les librairies. Dror Mishani, Edgar Keret. J'ai vu tout ça. Oui. Donc est-ce qu'on peut les conseiller, bien sûr? Oui, bien sûr. Bah là, je suis en train de lire. Je le conseillais pas encore parce que j'ai pas fini. Oui. Mais il y a un récent recueil de nouvelles en fait d'Edgar Keret. Oui, exactement. C'est des nouvelles. Ouais, je suis en train de le lire. Très très agréable. J'ai pas le titre exact en tête. On le trouve dans toutes les librairies. Il est sur les tables effectivement. Dror Mishani, donc les polars israéliens. Les polars, super. Ouais. Bon voilà. Mais il n'y a pas besoin de lire un livre parce qu'il est récent. Ah ben non. Aussi. Bien sûr. Pas Exactement. Il faut en profiter pour lire les livres qu'on avait envie de lire et qu'on n'a pas eu le temps de lire. En tous les cas, Jean-Claude Kuppermank, je vous souhaite un très bon début d'été. Mais nous, on se retrouve quand même dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.